ses travaux et surtout aussi sa vaste expérience clinique. Alors, Dr Guérin est spécialiste en endocrinologie et gynécologie médicale à Paris. Et c'est entre autres un volet pour nous qu'on aborde peu, qu'on touche peu, et que je trouvais particulièrement intéressant qu'on puisse ajouter à l'expertise ou aux connaissances qu'on a auprès de CAS. Donc, ça fait déjà plusieurs années que Dr Guérin travaille auprès des victimes d'agressions sexuelles, autant les hommes que les femmes, et qu'elle accompagne les garçons et les filles ici, donc au niveau de l'enfance. Devant la problématique des agressions sexuelles qui demeure toujours présente, qui est toujours souvent passée sous silence, elle a aussi entrepris de créer une association qui s'appelle Stop aux violences sexuelles, qui, avec l'idée de pouvoir un peu fonctionner comme on travaille dans le domaine de la médecine, avec une stratégie de santé publique, de façon à faire un rappel régulier, constant de la problématique et essayer de la mettre sur la place publique le plus possible. Le Dr Guérin, en plus de sa longue pratique, de son travail clinique, est aussi une auteure prolifique. Et elle a donc publié en 2011. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Donc, elle a publié en 2011 un livre qui est à couverture rouge qui s'appelle Stop aux violences sexuelles. Écoutons donc ces corps qui parlent. En 2014, Comment guérir après des violences sexuelles. Et en 2016, Pédophilie et autres auteurs d'agressions sexuelles. Pourquoi, comment et comment soigner. Je vous dirais que ces livres sont très bien documentés, très intéressants. On a vraiment ici la chance de bénéficier d'une personne qui a une longue expérience clinique et qui sait la communiquer avec intérêt. Moi, je me suis régalée de lire vos ouvrages. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir le Dr Guérin. J'ai demandé entre autres de parler du travail psychocorporel qu'ils font auprès des victimes. Je pense qu'on a peu d'expérience dans ce domaine-là au Québec. En tout cas, à ma connaissance, on utilise peu ces méthodes-là et donc je pensais que son apport pour nos connaissances et notre expérience serait important. Alors, je veux juste souligner pour les personnes qui sont en webinaire que si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. Mélanie Corneau va les recueillir. On va les demander seulement à la fin du séminaire. Et pour les gens qui sont présents sur place, il y a une période de questions à la fin, mais aussi une période d'échange et de discussion qui pourrait être poursuivie avec le Dr Guérin. Alors, c'est ça, Violaine. Merci de vous être déplacée. Merci, et merci Mireille de m'accueillir. Oui. C'est un honneur d'être avec vous parce que c'est vrai qu'au Québec, quand même, il faut souligner que depuis de longues années, vous travaillez sur le sujet des violences sexuelles. Donc, nous apprenons aussi beaucoup de vous. Donc, ça me fait plaisir de partager effectivement peut-être des notions qu'en Amérique du Nord, on va dire, on prend moins en compte dans les parcours de soins sur le sujet des violences sexuelles, donc qui sont toutes ces approches corporelles. Donc, je suis endocrinologue et gynécologue médicale. J'ai fait mes études dans un hôpital d'enfants, dans un hôpital pédiatrique, à l'hôpital Necker-Enfants Malades. Et je précise que en 12 ans d'études, puisque j'ai 12 années finalement, 2 spécialités, 12 ans d'études, jamais entendu parler de violences sexuelles faites aux enfants. C'est pour vous planter un petit peu le décor. En France, on parle extrêmement peu du sujet. On commence à en parler maintenant, mais c'est vraiment un sujet tabou et un sujet qui n'est pas pris en compte dans la plupart des secteurs professionnels. Donc ce partage d'expérience avec vous, c'est aussi de l'expérience acquise avec des patients et avec beaucoup d'échanges. Donc, pour connaître le sujet de la violence sexuelle et donc pour bien mettre à disposition des parcours de soins, il est important de comprendre tout ce qui se passe en matière de violence sexuelle. Et déjà de comprendre l'ampleur des dégâts humains que cela réalise et également les stratégies de survie que les patients mettent en place pour survivre vraiment. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose, je vais passer assez rapidement parce qu'avec vos niveaux de conscience au Québec, je pense que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Après, il va falloir comprendre et identifier les énergies, donc au niveau corporel, qui sont incorporées par les gens pendant de telles violences. Et ça va être fondamental pour bien comprendre le sens du travail corporel.
Et il va également bien falloir réaliser que la violence sexuelle est en fait une atteinte sensorielle avant toute chose et une atteinte corporelle avant toute chose, plutôt qu'être une atteinte dans la tête. Ensuite, on parlera des objectifs thérapeutiques, puis on détaillera dans le protocole de soins, effectivement, pourquoi il faut aller dans le corps, comment on va aller travailler dans le corps, et on illustrera avec une proposition thérapeutique que l'on utilise en France actuellement. Et je finirai avec les critères de guérison. Donc la violence sexuelle, je crois qu'au Québec, tout le monde le sait, c'est une violence avant tout dirigée contre les enfants. En Europe et à peu près dans le monde, à peu près partout, finalement, les statistiques se retrouvent à peu près à une femme sur 4, un homme sur 6. Je sais qu'au Québec, vous communiquez à peu près sur ces statistiques. En Europe, on a du mal à la voir, cette violence sexuelle, et en France en particulier, puisque l'État français régulièrement communique sur des chiffres, mais ne fait pas d'études épidémiologiques sur les mineurs. Donc on a énormément de mal à prendre conscience de l'ampleur de ces dégâts. Et heureusement, l'Union européenne a communiqué un plan depuis presque une dizaine d'années qui s'appelle 1 sur 5, un enfant victime de violences sexuelles en Europe. Et c'est important donc de chiffrer ça, puisque quand vous rapportez ça à la population française, qui est à peu près de 65 millions, ça fait 13 millions de personnes touchées. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de communiquer comme ça sur les chiffres, mais c'est important de réaliser cette ampleur aussi numérique. Donc comme vous le savez aussi ici, partout où l'enfant passe, bien entendu, il peut être exposé à de la violence sexuelle, mais la violence est toujours énormément intrafamiliale. Alors peut-être que chez vous, les statistiques sont un petit peu différentes dans les répartitions, parce que ça fait 30 ans que vous avez mis en place des programmes de prévention, mais nous échangeons avec Mireille pour dire c'est pas parce qu'on assainit aussi dans certaines zones que la violence ne réapparaît pas par ailleurs, et vous connaissez l'ampleur des dégâts faits par les nouvelles technologies, etc. Donc, la violence sexuelle, moi je montre toujours ce type d'image, parce que si on écoute bien les patients, eh bien, ils vont verbaliser ce genre d'image. J'aime bien employer le mot bombe à fragmentation, pour montrer cette explosion. Mais si on écoute les gens, ils peuvent vous dire pour moi ça a été un tsunami, pour moi ça a été Hiroshima, et les mots sont toujours très très forts. Alors, l'explosion, elle est importante parce qu'elle permet de comprendre sur le plan psychologique, par exemple, un certain nombre de pathologies dites dissociatives sur lesquelles les psychiatres mettent souvent des mots et des terminologies. Et nous échangions tout à l'heure ensemble pour dire attention à ces libellés que l'on va mettre chez certains patients qui vont pouvoir traîner des diagnostics comme ça toute leur vie, parce que la médecine aujourd'hui n'a pas encore fait assez les liens entre un certain nombre de symptômes qu'on essaye d'organiser en pathologie et des symptômes qui sont finalement des conséquences du vécu des violences. Je donne comme exemple, par exemple en médecine, on commence à peine à s'apercevoir que certaines pseudo-épilepsies ou épilepsies même sont des conséquences des violences sexuelles. En fait, c'est la mémoire pour l'enfant de ce qu'il a vécu. Donc ces décharges électriques pseudo-épileptiques, c'est vraiment la mémoire du corps. Et ça, la médecine, c'est des publications toutes préliminaires sur ce sujet-là. Donc c'est important de comprendre que oui, il y a ces dissociations psychiques, mais il y a également, pour les gens qui sont habitués à travailler dans le corps, cette dissociation corporelle. Si vous travaillez ici, je crois que dans le milieu, vous avez des ostéopathes ici, qui sont peut-être un peu moins mal vus que chez nous. Ce sont des gens, par exemple, qui ont une bonne conscience de ces effractions du corps, qui vont vous dire, par exemple, les personnes victimes de violences sexuelles, souvent vont se cogner dans une table ou dans une porte, parce que les schémas corporels sont effractés. Ce sont des personnes, les personnes victimes de violences sexuelles, qui peuvent, plus souvent que d'autres, faire des entorses, parce qu'ils ne sont pas bien alignés dans leur corps. Donc, c'est toujours complexe, en particulier en médecine, de parler de toutes ces énergies corporelles, parce que la médecine, je pense qu'au Québec, ça doit être à peu près comme la médecine française, et la médecine générale dans le monde, on ne prend pas assez en compte
toutes ces dimensions d'un être humain. Hein, et les spécialisations, la cardiologie, la neurologie, etc., on passe son temps à segmenter les êtres humains. Et il est important de réaliser qu'on est des entités psychocorporelles. Et c'est fondamental sur le sujet des violences sexuelles. Alors pour remettre un peu tout le monde dans ce sujet, je rappelle que ça choque personne de dire qu'on va faire un électrocardiogramme ou un électroencéphalogramme, on va récupérer des ondes électriques. Mais il faut qu'on réalise qu'on dégage des ondes thermiques, on dégage des champs magnétiques. Et tout ça, c'est pas anodin, parce que là aussi, dans le déterminisme des violences sexuelles, eh bien, tous ces champs, toute cette globalité est atteinte. On voit par exemple dans certaines études cliniques aujourd'hui que viol ou attouchement peut faire les mêmes dégâts. Et on peut le comprendre si on comprend qu'on a tous autour de nous à peu près une bulle d'à peu près 1 mètre de circonférence autour de nous qui est notre entité, notre intimité. Sur le sujet des violences sexuelles, vous le connaissez aussi ce sujet, la violence n'est pas toujours dans l'esprit des personnes. Et nous avons démontré en particulier dans une étude que l'on appelle SVS 1401 que plus les violences sont faites tôt à un enfant, plus justement l'enfant est susceptible d'être dans ces mécanismes qu'on appelle d'amnésie traumatique. Aujourd'hui, la médecine est capable de voir chez certaines personnes qui ont été victimes de violences sexuelles des lésions traumatiques sur des IRM dans certaines zones du cerveau qui font que ces zones sont altérées et vont entraîner des troubles de la mémoire. A priori, on sait que dans des parcours thérapeutiques, ces lésions peuvent être réversibles. Mais c'est important de bien réaliser cela. Aujourd'hui, avec des iconographies, on s'aperçoit, et on va en reparler, que les violences sexuelles s'inscrivent aussi dans la durée très profondément dans le corps. Et puis, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on peut ne pas être en conscience de ce qui nous est arrivé. Les violences sexuelles peuvent entraîner des pertes de connaissances. Vous savez que tout ce qui est alcoolisation, drogue, est un fléau abominable qui fait que souvent de jeunes adolescents ou étudiants se retrouvent dans des situations où ils n'ont plus la mémoire de violences sexuelles qui sont perpétrées. Et puis dans le passé, eh bien, des produits comme l'éther ou certains médicaments étaient utilisés dans certaines familles pour endormir les enfants et avant que de passer à l'acte sur ces enfants. Bien entendu, il y a aussi tous ces mécanismes de déni et dénégation, donc vous êtes pour la majorité des soignants, donc vous connaissez tous ces mécanismes-là. Et puis vous connaissez aussi cette inconcevabilité que peut avoir un enfant de ce qui est en train de se réaliser. Puisque un enfant en bas âge, en général, fait confiance à sa famille et pense que ce qui peut se passer est normal. Déjà, on va voir que ce sujet des cadres de référence est très fondamental pour comprendre pourquoi toujours en 2017, on va dire, il y a encore beaucoup d'inceste dans les familles. Mais ce mot aussi de l'inconcevabilité, il est extrêmement important. Et il est important quand un enfant va témoigner parce que, bien entendu, il aura du mal à expliquer ce qui s'est passé pour lui. Donc les cadres de référence, pour moi, c'est l'explication majeure de pourquoi il y a toujours autant d'inceste et de violences sexuelles reproduites. Et il y a 3 cadres de référence qui sont fondamentaux: le cadre de référence de la violence, le cadre de référence de l'intimité et de la sexualité. Les cadres de référence de la violence, on est dans une société extrêmement violente et beaucoup de gens, si vous leur posez la question, ce que je fais par exemple en consultation sur « Avez-vous vécu des violences physiques ?», vont me répondre non. Et si je leur dis « Ah, vous faites partie des personnes qui ont eu la grande chance de ne pas recevoir une claque ou une fessée », la plupart des personnes vont me dire « Ah bah si, docteur ». Donc, c'est vraiment faire comprendre, et dans la société française, je ne sais pas où vous en êtes au Québec par rapport au châtiment corporel, mais il faut savoir que nous sommes condamnés par l'Union européenne comme étant un des seuls pays qui n'a pas condamné clairement les châtiments corporels en France. Il y a eu une loi qui a été votée en ce sens le 22 décembre et le Conseil constitutionnel vient d'abroger cette
cette mention. Donc ça veut dire que dans la société française, par exemple, eh bien, les violences physiques, ça fait partie d'un référentiel pour la majorité de la société. Le cadre de l'intimité, là aussi, il est important de réaliser que dans une famille, quand on ne respecte pas l'intimité d'un enfant, eh bien, violence, racine de la violence, les choses vont se reproduire, mais également, c'est pas forcément capté comme quelque chose de pathologique. Je donne un exemple. Quand une patiente me dit « Ah bon docteur, c'est pas normal de prendre sa douche avec sa fille avec son père à l'âge de 11 ans », ça veut dire que cette patiente, à l'évidence, a vécu ce genre de choses et qu'elle va pouvoir reproduire ou laisser faire son conjoint avec sa propre fille. Donc ça, toutes ces subtilités sont importantes à comprendre. Dans notre culture, française en tout cas, mais québécoise je le pense aussi, le baiser sur la bouche est un baiser amoureux normalement. Donc que font les parents qui vont embrasser leurs enfants sur la bouche? Ils envoient un message à leurs enfants que la bouche n'est pas un lieu d'intimité. D'où confusion. Et un enfant peut moins bien se protéger. Au niveau de la sexualité, même chose. Les cadres de référence aujourd'hui, pour les jeunes, c'est beaucoup la pornographie, beaucoup ce qu'ils voient dans les jeux vidéo. Et moi, il m'arrive en consultation des choses qui ne m'arrivaient pas il y a 15 ans, par exemple, d'avoir une jeune femme qui va me dire « J'ai eu mes premiers rapports avec 2 personnes rencontrées sur Facebook ». Donc tous ces cadres de référence, c'est très très important de comprendre qu'il faut travailler dessus et qu'il faut agir en prévention extrêmement précoce. Alors les personnes victimes de violences sexuelles, eh bien, pour survivre, parce que je rappelle qu'en général quand même la justice met plutôt les bons mots sur la violence sexuelle puisque les viols sont considérés comme des crimes, hein, et un crime, normalement, on en meurt. Donc quand on survit, c'est en général qu'on a mis en place un certain nombre de mécanismes de survie. Et dans ces mécanismes de survie, essentiellement ceux qui sont mis en rouge impactent le corps. Alors il y en a beaucoup des mécanismes de survie et c'est vraiment quelque chose d'ailleurs qu'il faut aller travailler avec nos patients pour essayer d'avancer dans le parcours de soins. Mais par exemple l'anesthésie, qu'elle soit psychique, affective ou même physique, eh bien, c'est un mécanisme assez fréquent qui est retrouvé dans ces mécanismes de survie. Les mécanismes de déconnexion, on a vu, ce sont également des mécanismes souvent retrouvés. La rigidité, par exemple, elle peut être aussi psychique, mais elle peut être physique. Très souvent, on arrive à voir quelqu'un, si on est très attentif au corporel, on peut voir les mécanismes de survie que quelqu'un a mis en place et on peut également voir, si on est très attentif au corporel, où la personne a souffert dans son corps. Les charges émotionnelles, vous les connaissez largement mieux que moi, honte, culpabilité, etc. Mais par exemple, la honte va souvent entraîner des postures fermées, comme si les gens portaient des charges. Donc là aussi, le corps va traduire à chaque fois tout ce qui est mis en place ou toutes les effractions qu'il a vécues. Et une chose également très très importante à prendre en compte quand on est soignant par rapport à ce sujet, c'est que vous savez que les personnes auteurs d'agressions sexuelles, et surtout dans les cas d'inceste répété, etc., ont des mécanismes d'emprise sur les personnes victimes. Et c'est très important de faire identifier à nos patients où sont les mécanismes d'emprise, et en particulier dans les 5 sens. Parce que ça peut être un regard, ça peut être une voix, ça peut être une acupression bien précise sur un bras qui fait qu'on va juste poser sa main sur un bras et la personne va comprendre que c'est le moment de la violence. Donc, là aussi, si on travaille bien sur tous ces ensembles et sur les 5 sens, on va mieux comprendre le sens du travail corporel qu'il va y avoir à faire. Un point que vous n'aurez peut-être pas encore vraiment entendu verbaliser de cette façon-là, il est très important de comprendre que dans la violence sexuelle, en fait, on a affaire à une énergie meurtrière.
beaucoup de gens parlent en matière de violence sexuelle, de sexualité et autres, et je pense que c'est une erreur. On a affaire vraiment à une dynamique d'énergie meurtrière. Et comment expliquer cela? Eh bien, quand on est un auteur d'agression sexuelle, il faut comprendre que c'est ce type d'énergie meurtrière que l'on déploie. Et quand on est un enfant, puisque la majorité quand même des agressions sexuelles sont réalisées chez des enfants, on n'est pas capable de faire quoi? Eh bien, d'activer son instinct de légitime défense. La légitime défense, vous savez que si on est en train de vous tuer, vous avez cette légitimité à tuer l'autre si jamais l'autre est en train de vous tuer. C'est quelque chose de très instinctuel, c'est l'instinct de survie qui est là. Mais au niveau énergétique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on contacte une énergie meurtrière également. Ce qui veut dire qu'une personne victime de violences sexuelles qui n'a pas pu se défendre, ce qui est la majorité des cas des enfants en particulier, eh bien, va avoir reçu une énergie meurtrière et va avoir contacté une énergie meurtrière. Et comme nous sommes bien sûr, et heureusement, dans une culture du « tu ne tueras point », ça veut dire que les gens gardent à l'intérieur d'eux cette double énergie meurtrière la plupart du temps. D'où cette petite cocotte minute que vous avez à droite, qui va mieux vous faire comprendre le sens du travail thérapeutique, qui va être de pouvoir accompagner les personnes à sortir cette double énergie meurtrière dans un cadre sécurisé et thérapeutique. Parce que vous connaissez les cocottes minutes, je pense qu'il y en a au Québec des cocottes minutes. Hein. Donc, on appelle ça des pestos. D'accord, parce que nous c'était Seb à l'origine. Nous c'est pesto. Donc la cocotte minute, normalement elle a un petit clapet ici hein, qui fait que de temps en temps la pression peut sortir. Mais chez les êtres humains, il n'y a pas vraiment ce petit organisme qui permet que ça sorte. La plupart des gens vont souvent retourner vers eux-mêmes cette énergie meurtrière. Et ça va mieux mettre en perspective hein, toutes ces tentatives de suicide, toutes ces automutilations que l'on connaît. Alors je dirais que l'approche thérapeutique, elle est différente quand on travaille avec des enfants et quand on travaille avec des adultes. Ce qui est certain, c'est que pour les adultes, il va être important de savoir exactement ce qui s'est passé dans le corps. Pourquoi? Parce que il va falloir comprendre que le corps et les cellules corporelles de tout notre corps ont la mémoire de ce qui s'est passé. Et il va falloir nettoyer en fait le corps de toute cette violence reçue avec des techniques dont on va parler. Donc ce n'est pas la même chose d'avoir quelqu'un qui a vécu, comme par exemple sur cette diapositive, une intromission, une pénétration digitale dans le vagin. Ce n'est pas la même chose de vivre une fellation. La synchronicité est aussi très très importante à prendre en compte. Un enfant par exemple qui vit ce type de sévices, eh bien c'est plus souvent un enfant qu'on retrouvera à l'infirmerie scolaire entre 11h30 et 12h. C'est très important de réaliser que le corps a vraiment une conscience de ce qui se passe et intègre également des données de temps. Et donc j'ai mis un petit mot sur de fréquents faits d'auteur parce que il est important dans un parcours de soins aussi très tôt. Le corps peut aussi mettre des mots sur la souffrance avec des mots. Ça, je pense que vous le savez. Quelqu'un qui va dire souvent qu'elle en a plein de dos va être en somatisation plus fréquente sur des lombalgies, par exemple. Donc ça veut dire que la médecine, devant quelqu'un qui a des addictions, si elle pose vraiment « avez-vous été victime de violences physiques, morales, sexuelles ?» va pouvoir commencer vraiment à faire les liens et voir les pathologies dans un autre sens. Donc ça, la psychiatrie commence à être en marche un petit peu sur ce sujet. Mais il faut que tout le reste de la médecine se mette en marche parce que on s'aperçoit, comme je le disais tout à l'heure, que la violence s'inscrit durablement dans le corps. Alors les conséquences somatiques, quelles sont-elles? Elles sont de 3 types. Et quelque part, le corps étant extrêmement intelligent, ces manifestations vont être de gravité croissante si on n'écoute pas le corps et si on n'écoute pas ces manifestations. Donc dans un premier temps, souvent ce sont des douleurs isolées. Après, cela va être des troubles fonctionnels.
C'est-à-dire, par exemple, pour une hypothyroïdie, si on regarde la thyroïde, elle ne va pas être atteinte. Et en 2001, on leur a posé la question, avez-vous eu un passé de violence physique, morale, sexuelle? 31% des infirmières ont répondu, même 33 je crois, ont répondu avoir eu des antécédents de violences sexuelles dans leur vie. Depuis cette période-là, tous les paramètres de la Nurse Health Studies ont été analysés avec des sous-cohortes. Comme c'est plus de 100 000, on a le droit de faire des sous-cohortes, méthodologiquement. Vous savez, pour ceux qui travaillent sur le sujet depuis longtemps, que souvent il y a des couches de violence et que tout d'un coup, quelqu'un va pouvoir se souvenir de quelque chose qui n'était pas identifié au départ. C'est pour ça qu'il y a une sinusoïde. Puis la sinusoïde, ça peut être aussi mon couple se déséquilibre, j'ai un problème dans la famille, etc. Mais de façon générale, les personnes vont être de plus en plus solides et la sinusoïde va s'amortir. Sur le sujet des violences sexuelles, quand on a commencé à travailler, il n'y avait pas d'échelle internationale spécifique du sujet des violences sexuelles. Donc le groupe des thérapeutes en particulier, et après ça a été travaillé avec le groupe des médecins, a mis en place une échelle d'évaluation que vous pouvez trouver sur le site www.stopauxviolencessexuelles.com dans la zone téléchargement, a mis au point donc cette échelle avec des échelles visuelles analogiques majoritaires. Donc le projet thérapeutique, je passe rapidement parce que je vais entrer assez rapidement, il nous reste quelques minutes, sur le travail corporel pur. L'accueil est fondamental, comme je vous l'ai dit. En permanence, il va falloir faire une gestion énergétique, en fait, du parcours de soins. Tous ces éléments, je crois que vous connaissez, apprendre à contacter son petit enfant intérieur. C'est très important d'expliquer aux gens que souvent, quand ils ont des émotions, c'est leur petit enfant qui s'exprime. Et donc, qu'il faut brancher son cerveau d'adulte pour aller rassurer le petit enfant qui travaille. Et il y a un certain nombre de paramètres qui sont donc listés là, qu'il est important de travailler. Et on va voir comment on va les travailler. Je prends juste 2 petites secondes pour vous montrer cette courbe. Cette courbe, c'est l'évolution de l'âge des premières règles à travers les âges. On est par là. C'est très important de réaliser que nos modes de vie, que également nos modes de vie et les perturbateurs endocriniens, etc., la manière dont on s'alimente, sont responsables de toutes ces diminutions d'âge de la puberté. Et la problématique aujourd'hui, c'est de bien faire comprendre que ce n'est pas parce que l'âge de la puberté baisse que les enfants sont en capacité d'avoir des rapports sexuels. Parce que ça, c'est un grand challenge qu'on a en Europe pour le moment. Alors, le projet thérapeutique, comment il s'organise? Pour nous, il s'organise autour de 10 thèmes. 10 thèmes de réparation que vous voyez ici. Et l'objectif de ces thèmes de réparation va être de beaucoup aller travailler ces thèmes dans le corps. Et je partage avec vous cet atelier thérapeutique Escrime que nous avons mis au point. Donc, cet atelier va travailler les 10 thèmes que vous avez vus et va avoir pour objectif de faire des transferts corporels en particulier. C'est un atelier qui intègre soit des hommes, soit des femmes, entre 10 et 12 personnes, et qui a lieu 4 heures par mois. Il y a 10 ateliers par an, et en général, c'est sur une saison sportive que c'est réalisé. On a 5 encadrants sur cet atelier. Voilà le déroulé. Un temps de parole autour du thème de travail, de la préparation physique et de l'escrime dans le thème de travail. Donc là, par exemple, vous êtes sur le thème de travail équilibre. Vous voyez qu'on prend des Swiss balls qui vont faire ressentir également ces thèmes. Voici l'illustration, par exemple, du thème des limites, où là, les gens ont un cahier de groupe et finalement, j'ai choisi ça parce que la personne est en train de vraiment vous montrer ce qu'elle a ressenti. Trouver des limites, dire non, difficile, apprendre les règles, l'espace, parler, écouter, découvrir les autres, etc. Donc ces thèmes sont travaillés vraiment pour aller faire comprendre et ressentir. Le masque, je vous l'ai mis par exemple, pour vous montrer comment le travail corporel peut
faire ressortir des émotions. Un certain nombre de personnes qui vont devoir mettre leur masque vont ressentir des émotions par rapport à ça, ou peuvent avoir des levées d'amnésie traumatique. Donc le sens de ce travail, il est là, et vous voyez typiquement là après, quelqu'un qui est en travail corporel avec un massage particulier. Voilà le travail sur la confiance, par exemple. Et là, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, les personnes ont un masque de sommeil sous leur masque d'escrime. Donc elles sont assises sur des bancs et on les remet dans l'instinct, et on s'aperçoit que les gens qui font ce travail, en fait, arrivent tout à fait à se retrouver, à se défendre ou à attaquer complètement instinctuellement. Donc je n'ai pas trop le temps parce qu'en 1 heure c'est compliqué de tout vous détailler. Juste pour finir sur les critères de guérison, eh bien, il y a pour moi un critère majeur qui est d'avoir contacté cette énergie meurtrière et de l'avoir sortie dans un cadre sécurisé. Vous avez tous les autres paramètres que vous pouvez lire, et pour les personnes adultes, une sexualité épanouie peut être vécue. C'est vraiment pour moi les 2 critères majeurs qui montrent qu'effectivement, on peut être libre. Plein d'informations complémentaires, et il va falloir qu'on laisse un peu de temps aux questions. Voilà. Pourquoi l'escrime? Pourquoi l'escrime? Alors, déjà c'est un sport qui est l'art de la bonne distance. Donc justement dans le sujet des violences sexuelles, on est sur ce point-là. Ça a été un choix parce que je travaillais sur l'escrime et j'avais monté des protocoles thérapeutiques sur d'autres axes. Et cherchant des outils pour aller vite sur ce parcours de soins, je me suis dit à un moment, ça peut être intéressant de le tester. Parce qu'il y a des terminologies. En escrime, quand on se met comme ça en garde, il y a le mot en garde. On travaille avec un maître, on va travailler l'attaque, la défense, la distance. Donc déjà, il y a toute la terminologie. Après, il y a tout l'arnachement qui fait qu'on peut avoir des résonances qui se font. Et puis, en escrime, il faut être très ancré au sol pour se déplacer. Donc, les déplacements ne s'inventent pas. Donc, l'enracinement, par exemple, peut être travaillé. En fait, il y a une multitude de choses et même c'est aller au-delà de ce que l'on pensait quand on a fait le pilote. Et même une patiente du premier atelier d'escrime nous a dit « C'est très futé votre histoire. EST-CE-crime. » Celle-là, on ne l'avait pas vue, par exemple. Voilà. Est-ce que ce travail de groupe-là ou ce travail-là avec l'escrime se fait en parallèle de d'autres sessions individuelles de groupe qui abordent d'autres thèmes, ou il y a une partie plus verbale d'accueil au début, il y a une partie plus corporelle, c'est fait simultanément ou par séquence? Alors, sur les ateliers d'escrime, il y a obligation d'être suivi en intermédiaire parce que les ateliers font ressortir énormément d'émotions. Donc, il faut travailler avec les thérapeutes en intermédiaire. Après, on a une autre méthode qu'on appelle Exprime, qui travaille les mêmes thèmes de travail, mais beaucoup de thérapie, de chant, de danse, de respiration, etc. Et on travaille les mêmes thèmes. En fait, ce sont les thèmes qui, je pense aussi, qui sont très puissants par rapport à l'expression. Pour les enfants, puisqu'on parlait des enfants tout à l'heure, on va travailler avec l'escrime, mais en individuel pour les enfants. Et on va répéter, en revanche, 2 fois en escrime les mêmes thèmes. Mon souci, c'était d'être dans une dynamique positive et de construction. Parce que beaucoup de thérapies sont tristes, en fait. Donc, c'était d'être dans la construction. Mais la construction, quand on va travailler en corporel, peut faire remonter des choses pas agréables. En revanche, voilà, on les gère tout de suite. Quand on voyait Sabine Seguin, qui est thérapeute corporelle, aller faire un soin corporel, un massage, par rapport à quelqu'un qui avait sorti des émotions compliquées, la solution, quoi, en corporel. Donc c'est vrai que ça vous interpelle sûrement beaucoup parce que au niveau, c'est vrai, je trouve en Amérique du Nord,
on ne travaille pas assez en corporel en fait. Hein. Mais ça prend vraiment ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire ça prend un groupe. C'est-à-dire, pour un thérapeute qui travaille en individuel, ça peut être pas faisable. Ça prend vraiment des ressources différentes, des expertises différentes aussi. Alors, oui, mais pour un thérapeute, il faut que les thérapeutes et les psychologues peuvent être formés aussi à ça, s'approprient quelques outils. Il y a des outils corporels que l'on peut apprendre très facilement, sans être thérapeute psychocorporel. Donc c'était justement une de mes propositions, si des personnes sont intéressées, lors du CIFAS, qu'on fasse puisqu'on revient, avec Simone Sabatier qui est thérapeute psychocorporelle. Par exemple pour les femmes enceintes, qui ont souvent des remontées d'amnésie traumatique, on ne va pas aller faire un protocole de soins pur et dur, mais on va accompagner en corporel avec certains outils qui sont assez faciles à apprendre, en fait. Et qu'on peut travailler au cabinet. J'ai une question, oui, de notre collègue Yvan Lucier à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, conférence très intéressante, félicitations. Est-ce qu'elle a déjà utilisé d'autres sports pour faire du travail corporel? Alors, très bonne question. En fait, donc, tout ce travail est fait aussi par l'association Stop aux violences sexuelles, qui a 13 groupes de travail, dont un groupe de thérapeutes, de médecins, un groupe de sportifs, d'enseignants, etc. Et nous avons screené pas mal de sports. Et le sport, de manière générale, parce qu'il fait travailler le corps, peut apporter pas mal de solutions. Nous avons un protocole en cours d'évaluation sur équithérapie et violences sexuelles pour des enfants. Mais c'est vrai que l'escrime couvre un champ tellement vaste qu'on n'a pas trouvé d'autres sports qui couvraient ce champ. Voilà. On peut l'utiliser pour tel ou tel patient. Certains sports. Par exemple, on a travaillé beaucoup en réflexion sur les sports de lancer, le lancer du disque par exemple, pour aller travailler sur le centrage, sur aussi aller expédier son histoire bien loin, etc. Voilà, on peut trouver beaucoup de supports. Simplement être bien en conscience de ce qu'on fait dans les transferts. C'est ça qui est important. Donc la créativité, elle est très très importante. Et vous pouvez aussi créer vos outils. À partir du moment où on a la conscience que le travail corporel est fondamental, tout ce qui va pouvoir permettre d'exprimer est important. Et toutes les techniques du chant, par exemple, qui peuvent être accessibles assez facilement, vont remettre le corps, parce que le chant fait beaucoup travailler la respiration. La respiration, c'est quoi? C'est remettre le corps en mouvement aussi. Il nous donne des indicateurs de comment avancer. Le corps peut donner des indicateurs de nettoyage. Par exemple, des femmes qui ont été victimes de viol peuvent avoir à la fin du travail corporel, quand le corps est nettoyé, une grande hémorragie génitale, qui est le symbole du nettoyage. Même une femme ménopausée peut avoir ça. Voilà, le corps envoie des messages, c'est extrêmement passionnant en fait. Donc là aussi c'est important d'expliquer aux patients de ne pas avoir peur des symptômes que le corps renvoie quand on est dans cette dynamique de travail corporel, parce que le corps finalement essaye de nous aider. Moi, plus le temps passe, plus je trouve le corps extraordinaire. Conférence en parlant des violences dont les enfants sont victimes de l'oppression. Et en même temps, vous avez ce rapport au temps, c'est-à-dire essayer d'agir rapidement, essayer d'extérioriser les histoires. Alors les enfants, souvent, sont dans il y a eu aussi une inconcevabilité, donc une incapacité à voir les choses. Comment agir rapidement alors même que l'histoire n'est pas construite, que le sens de ce qui n'est pas encore fait. J'ai toujours l'impression qu'avec les personnes qui se sont trouvées à vivre des situations dans leur enfance, ce n'est pas eux qui lancent leur histoire au loin, c'est l'histoire qui reste là, puis eux qui sont loin pour s'en souvenir après. Donc c'est en fait, j'avais un peu l'impression qu'on avait des pistes d'action et des solutions qui s'appliquaient mieux à des adultes, alors qu'on est quand même confrontés. En fait, des rapports au temps, à l'espace, à l'histoire, qui s'appliquent mieux à des personnes en conscience, des adultes, pas nécessairement. Les enfants, ils sont pas tellement dans la parole, effectivement la verbalisation de ce qui s'est passé,
Donc il faut aller travailler beaucoup avec eux. Ces thèmes de travail, en fait, il y a moins besoin avec les enfants d'exprimer les choses. Avec les adultes, ce qui se passe aussi, c'est que les adultes, quand ils ont été victimes enfants, ils en ont des couches de violence. D'abord, vous savez très bien ici, au Québec, vous le savez, mais on ne sait pas toujours en France qu'il y a ces revictimations. Et puis, les dégâts qui continuent. Le dégât dans le couple, les dégâts, les problèmes de stérilité pour avoir un enfant, les problèmes dans le monde du travail, etc. Donc, plus on laisse passer le temps, plus il y a de dégâts à réparer. Donc le travail est beaucoup plus complexe. Et c'est vrai qu'on peut mieux y mettre des mots. Mais pour les enfants, simplement aller travailler dans le corps, le travail il va se faire tout seul en fait. Juste trouver les bons médias et bien se rendre compte que voilà, c'est le corps qui a souffert. Donc le corps il peut travailler par lui-même.